Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en agriculture conventionnelle, biologique, raisonnée. Elles viennent de petites, moyennes ou grandes fermes implantées sur toute la France. Sont issues du monde agricole ou le découvrent jour après jour. Entre les coups de main à la ferme, la vie amoureuse et familiale, conditionnée au rythme des cultures, de la météo et des animaux, elles-mêmes salariées ou agricultrices, mères, ces femmes sont les piliers de leurs conjoints agriculteurs. Je m'appelle Marion, j'ai plaisir à discuter avec ces femmes et partager, témoigner, diffuser leurs choix de vie personnels et professionnels, ainsi que leurs joies et difficultés liées au monde agricole. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Cette semaine a lieu la 3e édition du Podcasto. Des milliers de podcasts du monde entier publient des épisodes au profit de tout autant d'associations caritatives. Le but est de créer une grande vague d'impact et de sensibilisation. Tendre le micro à tant d'associations, avec une grande qualité d'écoute, c'est lui permettre de raconter son histoire, ses défis, ses projets. Véhiculer des émotions pour rapprocher les associations de leurs futurs donateurs et bénévoles. Pour ma part, j'ai décidé de consacrer un épisode de mon podcast à l'association Les Ailes de la Terre. Je discute ainsi aujourd'hui avec Laurence, qui va nous présenter son association et nous partager son témoignage de femme d'agriculteurs et agricultrices. Alors bonjour Laurence, peux-tu brièvement te présenter ? Moi, je m'appelle Laurence Cormier. J'étais agricultrice jusqu'au 31 décembre 2024 et maintenant je suis à la retraite et je suis installée depuis 1986 sur une exploitation dans le sud-est de la Mayenne et j'étais en production laitière. J'étais installée avec mon mari. Je suis donc coprésidente avec Karine Taupin de l'association Les Ailes de la Terre qui rassemble toutes les femmes qui ont un lien de près ou de loin avec le monde rural ainsi que l'agriculture. Nous nous servons de nos expériences pour aider les femmes dans leurs difficultés. Mais avant toute chose, nous écoutons, soulageons, encourageons, soutenons et surtout nous donnons la parole aux femmes. Ce qui est très important parce qu'on s'est rendu compte que les femmes avaient beaucoup de choses à dire mais qu'elles n'étaient juste entendues un petit peu comme ça, mais que de les écouter, c'était pas quelque chose qui était systématique. Donc nous mettons en avant leurs paroles pour qu'elles soient réellement écoutées. L'association fait partie aussi que de la MSA au niveau des veilleurs. On fait partie aussi de Solidarité Paysan, comme moi je suis en Mayenne, donc c'est avec Solidarité Paysan de la Mayenne. On fait aussi partie de l'association Vox Demeter, c'est la voix des femmes, donc essentiellement en agriculture. Et on a participé avec Vox Demeter et Agridé à la création d'un livret entrepreneuriat féminin en agriculture, donc libérer les potentiels. Donc ça c'est génial. On fait partie du CNP, mal-être agricole en agriculture, c'est le comité national de pilotage du mal-être agricole. Et là, récemment, on a eu une réunion avec la ministre de l'Agriculture. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'historique, comment c'est venu, comment a été créée l'association ? Moi, j'étais, alors je dis encore je suis parce que quelque part, je pense qu'on y est tout le restant de notre vie. J'étais en production laitière et tu sais qu'en 2009, il y a eu la crise du lait, c'est-à-dire que le prix du lait est complètement descendu et donc ça a eu beaucoup d'impact sur énormément d'exploitations, essentiellement les producteurs de lait et ça allait de plus en plus mal parce que trésorerie, enfin tout s'était écroulé et au niveau du moral psychologique, ça a eu des impacts énormes. Ça a duré quand même plusieurs années. En 2016, personnellement, je n'allais absolument pas bien du tout. Et j'ai eu une nièce qui m'a dit, tiens, si tu veux, sur Facebook, il y a un groupe d'agricultrices et on parle entre nous. Je dis pourquoi pas. Donc j'y suis allée et je me suis rendu compte qu'on avait toutes les mêmes problèmes, mais que le fait de pouvoir parler, c'était hyper important. Ça permettait quand même de se libérer, d'essayer de trouver des solutions entre nous. L'inconvénient des réseaux sociaux, c'est que c'est bien parce que ça te permet quand même d'être un peu en contact avec des personnes, mais malheureusement, quand tu éteins ton ordinateur, tu te retrouves toujours toute seule. De là est parti le fait qu'on avait envie de créer une association pour vraiment déjà se voir physiquement et en même temps de partager des choses et d'essayer d'aider les autres femmes qui en avaient besoin. Écoute, banco. On a créé notre association, donc Les Ailes de la Terre,
en janvier 2017. Depuis, donc on a fait pas mal d'actions, on a été voir pas mal de monde pour dire ce qu'il en était de nos campagnes. Alors l'association, c'est vrai que c'est spécifique, c'est vraiment que des femmes. On n'a absolument rien contre les hommes, hein, absolument pas, hein, parce que moi j'ai mon chéri, y a aucun souci. Mais on s'est rendu compte, voilà, que les femmes avaient ce pouvoir de parole et que on n'avait pas de tabou à dire les choses telles qu'elles étaient. On n'a pas peur de parler. Quelles actions, quelles missions vous avez mises en place concrètement entre vous et pour les femmes de la ruralité? Est-ce que tu as peut-être des exemples concrets qui nous parleront? C'est vrai que le Covid, malheureusement, a fait pas mal de choses, mais avant, nous faisions des pauses café, c'est-à-dire une fois par mois. On se donnait rendez-vous dans un lieu qui n'était indiqué que aux femmes qui participaient. On arrivait, on déposait nos valises à l'entrée et on se retrouvait. Alors, on pouvait parler de tout. Il y a des fois, il y avait des sujets qui étaient amenés parce que les femmes avaient envie de parler de ça. Donc, on discutait de ça. On s'est fait aider aussi par des mandataires, par des juristes, par des avocats, par des psychologues aussi. On discutait vraiment de tout, les liquidations, les mises en redressement, expliquer quelles étaient les procédures, comment ça se passait, quelles allaient être les étapes pour pas arriver comme ça d'un seul coup, se prendre un coup de masse sur la tête. Au-delà de l'entraide et j'allais dire un peu du focus santé mentale, il y a aussi un peu d'administratif ou de partage de compétences peut-être? Voilà, exactement. Vraiment, on se sert de nos expériences à nous aussi. Je trouve que le partage d'expériences, c'est hyper enrichissant aussi parce qu'il y a des choses que chacune on a vécues de notre côté et on a réussi à s'en sortir ou pas forcément, mais dire voilà, bah écoute, moi je l'ai fait comme ça, j'ai réussi, est-ce que toi tu peux pas essayer comme ça ou vraiment c'est un partage d'expérience. Et vous avez un podcast aussi, non? Oui, l'instant des ailes. Alors, c'est un instant où on fait découvrement chaque femme. Il y a vraiment tout style. Il y a des ingénieurs, il y a des vétos, il y a des agricultrices. Comment elles en sont arrivées là? Quels sont leurs coups de gueule, leurs coups de cœur, leur envie et puis comment elles voient pour le futur. Moi, personnellement, j'adore et puis Karine aussi, c'est elle qui interviewe. Mais c'est vraiment des super moments qu'on passe tout ensemble. Ouais. Qui sont les adhérentes de l'association? Est-ce qu'il y a différents profils de femmes? Il y a des agricultrices, il y en a qui sont installées seules, il y en a qui sont installées conjoints d'exploitants, il y en a qui travaillent à l'extérieur mais qui participent quand même sur l'exploitation. Tu as des jeunes, des un peu moins jeunes, alors, je dirais pas des vieilles. T'as tout style de profil. Alors nous, c'est national. C'est pas que dans les Pays de la Loire ou que la Mayenne ou la Sarthe. C'est vraiment national. On a aussi une véto qui était en Guadeloupe. Enfin, vraiment, on a tout type de profils, mais qui ont toujours en relation avec le monde agricole. Vous avez quelques conjointes d'agriculteurs aussi qui sont pas spécialement sur l'exploitation, mais qui peuvent le soutenir moralement ou administrativement, par exemple? Oui, 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 oui. Voilà, exactement. Et qui, il y a des fois, nous envoie, voilà, des messages pour nous dire, bah voilà, moi j'ai un souci à ce niveau-là. Comment je peux faire, voilà. Ça marche. Et alors, si une femme qui écoute là l'épisode souhaite adhérer, pourquoi tu l'encourages à adhérer et comment est-ce qu'elle peut faire pour adhérer à l'association? Alors ça, c'est une vache de bonne question. C'est vrai qu'on aide énormément de femmes, mais on a peut-être un petit peu ce côté Saint-Bernard, c'est que on pousse pas à l'adhésion. Quand on nous demande des renseignements, quand on nous demande un coup de main, c'est vrai qu'on n'a pas tout de suite en disant, bah écoute, il faut que tu adhères si tu veux qu'on t'aide. C'est un truc qui me crispe parce que je sais que on a eu des difficultés et on a encore des difficultés financières. C'est quelque chose qui nous bloque, mais en même temps, c'est vrai que si on veut que l'association continue de vivre entre guillemets, eh ben on a aussi besoin de moyens financiers. Donc c'est vrai que c'est pas évident. C'est plus par don. On fait des appels aux dons. C'est un ressenti peut-être d'une femme et d'un besoin peut-être à ce moment-là? Oui, voilà. C'est vrai que quand on a aidé des femmes à ne pas passer à l'acte, j'allais pas lui dire, bah écoute, avant de commencer de t'avoir au téléphone, paye ton adhésion. Et puis c'est pas dans nous. Mais en même temps, on en a besoin. Donc c'est à double tranchant. C'est tout à fait clair. Et alors, comment est-ce qu'on peut faire un don ou vous soutenir autrement? Il y a plusieurs façons. On a un site web. On est sur Hello Asso au niveau des adhésions ou des dons. Sinon, après, on peut nous retrouver sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur X. On essaye d'être sur tous les réseaux sociaux. Ok, super.
Alors, si tu le veux bien, on va passer donc de la coprésidente de l'association Les Ailes de la Terre à Laurence, retraitée agricultrice. Tu peux donc nous représenter brièvement l'exploitation donc, que tu as ou que tu avais avec ton mari. Je suis Nima, des noms issus du milieu agricole. Je suis parisienne. C'est pas une tare, hein, je vous assure. Je suis donc arrivée sur l'exploitation en 1986. C'est une exploitation en production laitière. On produit du lait pour une laiterie qui fait des fromages. J'ai 97 hectares. Et je suis dans le sud-est de la Mayenne. Maintenant que le contexte donc est posé, on va parler un peu plus de toi. D'où est-ce que tu viens initialement ? J'ai grandi à Paris et en région parisienne. Quelles études as-tu fait et dans quel but ? Comme je n'aimais pas être comme tout le monde, j'ai fait des études agricoles. Parce que j'ai toujours eu ce sentiment de vouloir être en dehors des bureaux. Et pour moi, c'est vrai que c'était des études agricoles qui pouvaient me permettre d'aller dans ce lieu-là. Je me suis spécialisée pour ouvrir des chambres d'hôtes, des gîtes, l'accueil à la ferme, que je n'ai absolument pas fait. Okay. Ça marche, mais c'était un peu ton objectif initial. Tout à fait, ouais. C'était de faire découvrir la campagne et le milieu agricole à des gens qui venaient de l'extérieur comme moi, en fin de compte. D'accord, ok, super. Et est-ce que tu as exercé les premiers métiers dans d'autres exploitations avant de t'installer et comment s'est passée ton installation ? Alors j'ai fait des stages. J'ai fait des stages en brebis, en Auvergne. J'ai fait des stages aussi dans le Lot-et-Garonne, donc là c'était en chèvre. Mais en vache, j'avais jamais fait. J'ai fait mouton, chèvre. J'ai travaillé aussi en porcherie. Ça c'était en Bretagne. Et après, je suis venue sur l'exploitation de mon cher et tendre qui est en production laitière. Je connaissais un peu la production laitière, mais c'était en mouton et en chèvre, un petit peu plus petit au niveau gabarit. Mais je dirais que le principe était le même, quoi. Lors de tes stages, de ton installation, est-ce que tu as déjà ressenti de la discrimination à être une femme investie dans le milieu agricole ? Oui, mais c'est essentiellement parce que j'étais parisienne. Bah oui, quelqu'un qui arrive, alors quelle que soit la ville, mais quelqu'un qui arrive de la ville, qui s'y connaît pas, mais qui demande qu'à apprendre, il y a toujours un petit peu de recul. Si on te regarde un petit peu en chien de faïence en te disant, bon, comment va-t-elle s'y prendre? Est-ce que ça va être bien? Il faut prouver. Il faut prouver que tu en es capable. Il faut quand même prouver plus qu'un homme. Ça, c'est indéniable et c'est quelque chose qui restera toujours. Et peut-être aussi plus qu'une femme issue du milieu agricole, alors aussi. Oui, aussi. Oui, aussi. Ça y joue aussi quand même. Tu as cumulé les défauts, en fait. J'avais toutes les tares qu'il fallait. Et alors, quand tu étais donc installée avec ton conjoint, quelles étaient tes missions principales sur l'exploitation ? Tout ce qui était donc la traite, l'alimentation des génisses, travailler aussi dans les champs. J'ai fait du tracteur, c'est quelque chose qui ne m'a pas rebuté, j'adore ça. Sinon, après, je pense que comme beaucoup d'entre nous, l'administratif, ouais, c'est lourd. Puis les enfants, le quotidien du privé et le quotidien de l'exploitation. Tous les à côté, on va dire les coulisses un peu de l'exploitation. Voilà, exactement. Tout ce qui est invisible. Mais qu'il est important de montrer quand même, je pense. Oui. Ah oui, tout à fait, oui. Parce que c'est invisible, mais c'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. C'est hyper important pour que le reste tienne. Exactement. Tout s'imbrique l'un dans l'autre et le privé va sur l'exploitation va dans le privé. Donc vraiment, il faut un équilibre entre les deux. Mais tu peux pas dissocier les deux, c'est pas possible. Alors maintenant que nous te connaissons un peu mieux, nous allons discuter ensemble de ta vie de couple et de famille. Comment est-ce que tu as connu ton mari ? J'avais 15 ans. J'avais 15 ans, c'était la petite parisienne qui venait en vacances à la campagne. On s'est fréquenté un petit moment. Pour moi, le fait de venir tout de suite à la campagne, c'était pas dans mes objectifs. J'avais envie, entre guillemets, de vivre d'autres choses avant. Et donc, je suis revenue en 86, donc j'avais 24 ans. Donc, tu vois, entre 15 ans et 24 ans, j'ai vécu pas mal de choses et j'ai eu plusieurs vies. Quels ont été tes premiers ressentis sur le fait que celui-ci souhaitait être agriculteur et était peut-être fils et petit-fils d'agriculteurs ? Est-ce que tu avais des excitations, des craintes par rapport à ça ? Non, parce il est né sur la ferme. Donc là, il pouvait pas aller ailleurs. Ça, c'était sûr et certain. C'est 3 générations déjà qui étaient sur l'exploitation. Non, je n'avais pas de crainte. Enfin,
Si j'avais une seule crainte, c'était l'isolement. Parce que moi, j'arrivais de Paris aux régions parisiennes. Tu sais, t'as le tumulte de la ville, des activités, des vacances, de tout ça, du bruit. Et d'un seul coup, de se retrouver sur une exploitation, enfin, dans une ferme complètement isolée. C'était ça qui était vraiment ma plus grande crainte. Et encore pas complètement parce que quand je suis venue en Mayenne, je suis venue quand j'avais 15 ans parce que j'avais une amie d'enfance. Ses parents sont venus s'installer en Mayenne. Donc, je connaissais déjà un petit peu les alentours et je connaissais un peu le monde. Je m'intégrais à la bande de copains de mon mari, mais je les connaissais déjà, donc j'étais pas complètement isolée. Mais c'était surtout le contact avec les gens. Ça, j'avais peur d'enquête de ça. J'aime avoir le contact avec les gens, j'aime discuter, j'aime partager. Donc c'est surtout ça qui était ma crainte. Ok, et du coup maintenant, Absolument pas. avec un peu de recul, comment est-ce que, au fur et à mesure des années, tu as fait face à ça et comment vous avez développé votre vie sociale autour de la ferme? Bon, déjà, c'est vrai que les enfants aident énormément par rapport à l'école, par rapport aux activités extrascolaires. Et puis moi, toute ma famille vient de Paris. Quand tout le monde vient, tu viens pas sur juste une journée, tu viens sur plusieurs jours. Il y a énormément d'échanges. J'ai plein d'amis qui étaient à Paris qui viennent aussi à la maison. Nous, c'est la maison de la porte ouverte, c'est-à-dire qu'il y a toujours du monde. Tu fais entrer un monde qui est différent du tien et ça crée des échanges. Et c'est hyper enrichissant. Est-ce que vous habitez sur l'exploitation? Oui, oui, oui. Est-ce que c'était un choix? Est-ce que c'est une contrainte pour toi? Est-ce que tu avais peur aussi, tu parlais tout à l'heure d'isolement, du fait donc déjà de s'installer avec son conjoint et en plus d'habiter sur l'exploitation? Non, enfin pour moi, ça me paraissait logique. Mon mari habitait déjà sur l'exploitation. Il y a un côté pratique. Après, je conçois et je comprends ceux qui ne souhaitent pas habiter sur l'exploitation. C'est vrai que ça te permet vraiment de couper, d'avoir ton lieu de travail et ton lieu de privé. Nous, non, c'est venu naturellement. Je me suis pas du tout posé cette question-là. Et alors lui, il y habitait déjà. Comment est-ce que tu t'es fait ta place au sein de cette maison sur cette exploitation? C'est une maison où on n'était que locataire. C'était notre maison sans être notre maison. Et puis au fur et à mesure, j'y ai mis des petits trucs à moi. Je l'ai prise telle qu'elle était. Non, je me suis pas posé la question. Ça marche. Est-ce que vous étiez seul à travailler sur l'exploitation ou est-ce que vous aviez de l'aide ou des salariés? Non, non, on n'était que deux. Vous êtes retraité. Qui a repris l'exploitation? C'est notre gendre, c'est le chéri d'une de nos filles. Ok, donc c'est resté en famille, c'est quelque chose auquel vous souhaitiez? C'est vrai que ça nous fait énormément plaisir. On est très contents, très heureux. Mais si ça ne s'était pas fait, ma foi, c'est que ça devait pas se faire. On est plus ce côté-là de se dire, si ça se fait, c'est génial. Quelles que soient les choses qui vont se faire. Si ça se fait pas, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et ma foi, écoute, ça s'est fait. Donc on est super contents. Parce qu'on a quand même bâti quelque chose, ne serait-ce qu'au niveau du cheptel, on a bâti quelque chose dans le temps qui nous a pris du temps pour avoir un troupeau qui soit chouette, qui soit bien. Donc c'est vrai que de pouvoir le transmettre, c'est quelque chose de génial. Tu as travaillé toute ta vie pour avoir quelque chose, un outil de travail qui soit bien. Forcément, tu as envie de le transmettre. Ok, ouais, je comprends bien. Vous vouliez pas mettre de contraintes à vos enfants sur une quelconque pression de il faut reprendre l'exploitation. Ah non, absolument pas. Ça a toujours été quelque chose où on n'a jamais forcé. On en a toujours discuté ou quoi que ce soit. Puis bon, ils vivaient nos peines et nos joies. Ils avaient vraiment la réalité du terrain. Mais on n'a jamais forcé. Ils ont toujours fait ce qu'ils avaient envie de faire et ce qu'ils pouvaient faire. Et est-ce que ton mari, lui, a ressenti ça de ses parents? Donc il a repris l'exploitation familiale. C'était un souhait de sa part ou est-ce qu'il s'est jamais trop posé la question? C'était une évidence? C'est un souhait de sa part. Non, non, c'est un éleveur. Il est né éleveur et il restera jusqu'à la fin, il est éleveur. Pour te dire, même à 4 ans, il s'est fait bouler par une vache, ça ne l'a jamais empêché de continuer. C'est vraiment dans lui, il transpire ça. Jamais il ira se coucher, enfin, plus maintenant, mais jamais il aurait été se coucher sans aller voir ses animaux, voir si tout allait bien ou quoi que ce soit. Il a l'œil de l'éleveur, il transpire vraiment ça. Trop chouette. Comment s'est fait la passation? Est-ce qu'il y a eu une phase de transition? Comment est-ce qu'on cède sa place petit à petit à son gendre? J'ai eu ce qu'on appelle la maladie du treilleur. Je me suis fait opérer des 2 épaules, dont une qui n'a pas tenu. Donc c'est vrai qu'en 2021, quand je me suis fait opérer déjà de la première, il s'est avéré que mon gendre finissait ses études. Il nous a proposé de venir sur l'exploitation déjà pour m'alléger le travail et en même temps aider mon chéri.
Donc on a dit OK. Et donc il a été sur l'exploitation pendant 3 ans. La passation s'est faite gentiment et naturellement. Et est-ce que eux habitent sur l'exploitation aussi? Non, pas pour l'instant. Non, non, non. C'est convenu comme ça. C'est eux qui ont voulu ça. Pour l'instant, eux, ils sont dans leur maison, à un quart d'heure de la maison, de l'exploitation. Et nous, pour l'instant, on reste sur l'exploitation. Quelque part, ça nous arrange parce que ça nous laisse le temps de trouver quelque chose qui puisse nous convenir pour partir. Et eux aussi, ça les arrange parce que ça leur permet de continuer les travaux qu'ils ont dans leur maison et aussi de distinguer les deux, le travail et leur vie privée. Ok. Et d'ailleurs, au moment où donc tu t'es installée avec ton conjoint sur la ferme, est-ce que ses parents étaient là? Est-ce que ta belle famille était dans le coin? Et est-ce que c'est quelque chose qui te faisait peur ou pas du tout? Le papa de mon mari est décédé malheureusement pour lui assez tôt. Il n'y avait plus que ma belle-mère, mais non, c'était quelque chose où mon mari a dit non. Le jour où tu viendras sur exploitation, sa maman aura déjà quelque chose ailleurs. Tu as 2 générations et 2 visions complètement différentes de la vie, donc allier le tout, c'est pas évident. Puis j'arrivais en tant que Parisienne, donc c'est pas toujours vécu bien d'un côté comme de l'autre. Donc vous avez 5 enfants. Comment est-ce que s'est fait l'arrivée des enfants dans un quotidien d'éleveuse? Donc déjà pour toi, comment est-ce que tu l'as vécu? Et est-ce que ton mari a pu être présent avec toi dans ces moments-là? Alors, je vais te dire, ça s'est fait naturellement. On s'est pas posé de questions. On s'est adapté, voilà. C'est le maître mot, c'est l'adaptation. On s'est adapté à la venue d'un enfant, on s'est adapté aux horaires, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. L'adaptation, je pense que c'est le maître mot en agriculture. Oh oui, c'est un mot qui revient souvent dans les témoignages, en effet. Le seul bémol que je mettrais, c'était peut-être le fait alors à cette époque, j'ai l'impression d'être un vieux truc, mais à cette époque, t'avais pas forcément l'idée de dire, tiens, je mettrais bien mon enfant en crèche, en nourrice, quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça a pénalisé par rapport au travail. Mais écoute, ça s'est fait, et puis ma foi, je regrette pas du tout. Mais c'est vrai que j'ai plus profité de mes enfants que mon mari en a profité. Ça, c'est sûr et certain. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le fait d'élever ses enfants sur une exploitation? Quel recul tu as là-dessus, vivre une enfance au sein d'une exploitation? Peut-être comparé à toi qui as grandi en région parisienne, par exemple? Tu apprends la vie, tu apprends les peines, les joies, tu apprends la vie, la mort, tu apprends tout ça. Ça t'enrichit énormément pour après, pour ton chemin d'adulte. C'est vrai que là, je vois, j'ai un de mes fils qui est en appartement. Dès qu'il peut, il m'a dit, j'ai vraiment besoin de venir me ressourcer à la campagne. J'ai un autre fils qui a poursuivi ses études à Nantes. Il m'a dit, bah écoute, je rentre parce que moi, la ville, c'est pas possible. Après, j'ai une autre fille qui habite en ville. Elle s'en débrouille très bien, mais il y a toujours quand même ce côté où n'empêche que c'est bien aussi la campagne. Je dis, tu vis avec la nature. Alors, ça paraît très cliché, hein, et je le comprends tout à fait, hein, mais c'est réel. C'est réel parce que tu apprends énormément de choses. Tu apprends en regardant, tu apprends en vivant en plein dedans. Ça t'apprend plein de choses. Moi, c'est vrai que la vie et la mort, ne serait-ce que quand tu travailles avec du vivant, c'est quelque chose qui peut être impactant, mais en même temps qui t'enrichit énormément parce que tu apprends plein de choses. Ouais, c'est très clair. Comment ça se passe de travailler en couple alors? Ah Il y a des fois, tu te le scotcherais bien contre un mur. Bah écoute, là, ça fait 38 ans qu'on est qu'on est mariés, ça fait 40 ans qu'on est ensemble. C'est plein de joie, de bonheur et c'est plein d'engueulades, de cripages de chignons. Mais c'est la vie qui est comme ça aussi, hein. On a tous les deux nos tempéraments. Mon mari est un taiseux, moi je suis plus une expansive, mais en même temps on se complète énormément. Il m'apporte la stabilité, le côté les pieds dans la terre. Moi, je vais lui apporter mon grain de folie. On se complète. Mais c'est vrai que je vais pas te dire que c'est rose tous les jours, hein. Loin de là, mais on sait que dans les difficultés, on peut compter l'un sur l'autre. Quand il y en a un qui va pas très bien, voilà, l'autre, il est là pour porter, pour servir de canne. Ouais, vous étiez vraiment une équipe, quoi, surtout avec 5 enfants peut-être sur l'exploitation en plus? 5 enfants, ce que j'ai omis de te dire, c'est que on en a 4 réellement à nous et on a un enfant de cœur, Lilou, qui est venu sur l'exploitation, qui nous a demandé à ce qu'on devienne sa famille. Donc là, c'est encore une approche qui est encore différente. Mais ça nous fait quand même 5 enfants. D'accord, OK. À côté de ces moments de travail à 2, vous avez sans doute mis en place, voilà, une organisation propre à vous. Comment est-ce que vous trouviez vos moments de couple en dehors du travail à la ferme?
On n'en avait pas. On n'en avait pas. On n'avait pas une grosse structure. Et puis au niveau financier, on n'avait pas les finances pour pouvoir avoir des services de remplacement. Donc on se débrouillait, mais on arrivait quand même à trouver des petits moments à nous. Mais c'était toujours par rapport au travail. Ouais, non, je vais te mentir si ça nous a pas manqué. Je vais te mentir parce que non, c'est pas vrai. Ça nous a manqué. Pas de là à en venir à se dire j'en ai ras le bol, je me tire. Vous étiez plus ou moins OK, mais vous faisiez avec quoi? Voilà, même si, alors je vais pas te mentir non plus, ça m'est arrivé d'y penser. Dans les moments où on a été vraiment dans une merde phénoménale, je me suis dit c'est pas possible. Mais c'était pas par rapport à ma relation avec mon chéri, c'était vraiment par rapport à tout ce qui gravitait autour du métier. D'accord, vraiment plus lié à des difficultés sur l'exploitation plus que des difficultés dans un couple, même si c'est lié si on travaille ensemble quand même, je pense. Voilà, exactement. Oui, si c'est lié, on va pas se mentir, hein. Tu emmènes, comme je te disais tout à l'heure, le privé dans le boulot et le boulot dans le privé. Mais je pense que le fait d'avoir les pieds bien sur terre, ça te permet quand même de relativiser pas mal de choses et de prendre sur toi. Et alors par rapport à tout ça, est-ce que tu aurais un conseil à partager à une autre femme d'agriculteur, qu'elle soit installée avec son conjoint? Et confiance en toi. Quelle que soit la décision que tu prends, et confiance en toi, avance. Fais-toi confiance, c'est surtout ça. Écoute tes petites voix et réalise ce que toi tu as envie de réaliser. Tu vas sûrement tomber, tu vas sûrement trébucher, mais tu vas y arriver. Et enfin, qu'est-ce qui selon toi t'épanouit ou t'épanouissait, mais comme tu le dis, on est agricultrice toute sa vie. Qu'est-ce qui t'épanouit chaque jour dans ta vie de femme d'agriculteur et d'agricultrice? C'est de me réveiller avec la banane. Et le sourire. Il y aura toujours des choses graves, mais essaye de voir toujours le positif dans ce qui arrive. Et surtout ne pas se dire que c'est un échec. Il n'y a pas d'échec. C'est des expériences de la vie qui te permettent d'avancer, de continuer et de pouvoir aussi partager tes expériences avec d'autres. Eh ben, trop chouette, on finit sur une touche très positive. C'est super enthousiasmant, je trouve. Merci beaucoup. Merci pour cet échange. Ben, il n'y a pas de quoi, Marion. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance par le biais de l'écoute. Mais au plaisir de se voir, on arrivera peut-être un jour, on ne sait jamais. C'est ainsi que s'achève notre échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Mesdames, si certains propos font écho à votre vie, ou au contraire sont bien différents de vos choix personnels et professionnels, n'hésitez pas à venir discuter avec moi dans un prochain épisode. À bientôt!